Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Step MAO, la MAO pour tous. Je suis Jean-Christian du studio Rec & Play. Je voudrais dans cette vidéo aborder un sujet important qui est le cœur de ton home studio ou studio. Je parle du PC, l'unité centrale. Dans plusieurs groupes de discussion sur la MAO, je retrouve souvent les mêmes questions. Mac, PC, quel prix faut-il mettre? Quelle est la meilleure marque entre le AMD et Intel? Combien de mémoire? Quelle capacité mémoire? Quel type de disque dur? Portable, bureau, overclocking et j'en passe. Là, je ne vais pas aborder le sujet sur les Mac, je laisse ça à quelqu'un de plus compétent que moi qui voudra bien faire une vidéo là-dessus s'il le souhaite. Je ne vais pas non plus parler des processeurs AMD car j'ai fait un choix personnel et pour mes clients de ne proposer que de l'Intel. La vidéo sera donc centrée sur l'Intel. Pour éviter toute polémique et pour te rassurer, l'AMD fonctionne très bien. Il est aussi performant que de l'Intel, chose que je n'aurais pas dite il y a quelques années en arrière. Rapidement, un petit retour sur mon expérience professionnelle dans le monde de l'informatique. C'est quand même important. Donc en 1995, ça date, c'est pas tout jeune, j'ai ouvert une première boutique informatique où j'étais spécialisé dans l'assemblage de machines dédiées à la MAO. À l'époque, il y avait Logic Audio qui tournait sur Windows 95. Je faisais des machines pour le montage vidéo, la retouche photo, la bureautique pour particuliers ou professionnels. À cette époque, il y avait 3 marques de processeurs qui étaient proposées. IBM avec les Cyrix, ça doit rappeler des bons souvenirs à certaines personnes, AMD et Intel. J'ai pu voir l'évolution d'AMD et d'Intel sur l'augmentation de puissance et les calculs à virgule flottante. Au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix. J'avais des soucis de fiabilité avec les processeurs AMD de l'époque. Je me suis orienté sur l'Intel à l'avenue du Pentium 4 qui lui avait une protection thermique. Il n'y avait pas de protection thermique, chose heureusement réglée quelques années plus tard avec les AMD Athlon XP. Aujourd'hui, je continue, en plus de l'activité du studio, à conseiller et assembler des machines dédiées uniquement à la MAO. Dans cette vidéo, je vais te présenter le PC du studio. Ce n'est pas une machine à 500 €, mais elle ne vaut pas non plus 3000 €. Je te ferai le détail en fin de vidéo sur son prix réel et les composants. Je vais essayer de la pousser au maximum de ses possibilités dans Cubase Pro avec des synthés virtuels, avec ou sans plugin d'effet, et je ferai la même chose avec des pistes audio, et tu pourras constater par toi-même ce qui se passe lorsque la machine, elle ne suit plus. Le but n'étant pas d'étaler ma science, de dire que la machine studio est la meilleure, mais plutôt de t'aider à faire le bon choix sur les composants du futur PC dédié à la MAO, ou si tu es déjà équipé d'un PC, comprendre pourquoi il se passe telle ou telle chose, comme des craquements, des coupures, des baisses de son. Tu pourras constater que, suivant le type de piste que tu vas utiliser, cela n'impacte pas les composants de ta machine de la même manière, que ce soit la mémoire, le processeur ou le disque dur. Là, je vous montre l'ordinateur, donc grâce au gestionnaire de tâches, que vous retrouvez avec la touche CTRL Alternate Supprime. Vous allez avoir le processeur là où il en est. Donc actuellement, il est à 8%. Il y a une raison simple, c'est que je suis en train d'utiliser OBS, donc d'enregistrer en même temps, donc de solliciter mon disque dur et mon processeur. Donc on va partir sur un pourcentage de 8%, d'utilisation du processeur. La mémoire est à 6,4 Go sur 64 Go de capacité de la machine. Et les disques durs sont très faiblement impactés du fait que je suis en enregistrement, voilà, tout simplement. Donc là, maintenant, je vais ouvrir ma session avec un synthé virtuel où j'ai déjà préchargé 175 pistes. Ces pistes-là n'ont aucun effet, aucun plugin en insert. La session est complètement ouverte. J'ai les 175 donc rétrologues qui sont chargés. Je vais vous montrer ce qui se passe en termes de performance. Voilà, donc là on voit qu'on a une augmentation du processeur, ce qui est normal, et de la mémoire. Le disque dur pour l'instant n'est pas impacté, sauf pour OBS qui fait l'acquisition audio et vidéo actuellement. Alors pourquoi le processeur augmente et la mémoire augmente? C'est très simple. Mon plugin que j'ai chargé 175 fois, il a une interface, tout simplement. Pour créer cette interface, j'ai besoin, alors elle est intégrée à Cubase, elle n'est pas à part, mais elle augmente du coup les ressources que j'ai besoin, que le processeur a besoin pour fonctionner dans Cubase. Donc à partir de là, il y a une interface à faire. Cette interface aussi, elle a un certain poids, un poids en octets qui sont à charger dans la mémoire. Alors, je remets ma petite gestionnaire de tâches pour vous montrer donc le processeur. Pourquoi le processeur n'augmente pas plus? C'est je suis à l'état de pause, c'est-à-dire je n'ai pas lancé de lecture. Vous voyez toutes les pistes, la partie MIDI, quand je vais la lancer, il y aura du traitement pour lui, c'est là qu'il va commencer à grimper. On va regarder ce qui se passe maintenant. Je vais lancer la lecture en ne mettant pas trop fort. Vous allez voir ce qui se passe.
Voilà, on voit bien le pic, là on a atteint les 100% du processeur. Là il est à fond. Donc il y a sûrement des erreurs que je n'entends pas. Peut-être même voir sur la totalité des pistes qui ne sont peut-être pas jouées complètement, des notes qui ne sont pas jouées, hein. Voilà. Mais il n'y a rien de flagrant, on pourrait dire tout passe très bien. Alors maintenant, si j'augmente carrément la quantité de synthé virtuelle, on va essayer de voir ce qui se produit. Je veux que vous puissiez bien voir ce qui se passe au niveau de l'audio quand on surcharge vraiment le processeur. Il risque d'y avoir des coupures. Il est quand même costaud. Ah, quand même. Voilà. Typiquement, un processeur en charge qui est obligé de prendre des décisions parce qu'il faut bien qu'il fasse marcher le reste de la machine. Voilà ce qui se produit. Moi, je sais que la machine tourne à peu près, il me semble, dans les 165 déjà dans cette configuration-là. On va supprimer. Et là, on devrait avoir un seuil plus bas d'utilisation des ressources du processeur. Donc là, j'ai utilisé Retrolog, qui est un plugin qui est plutôt simple. Il est très bon, hein, c'est pas une critique, mais il est plutôt simple. Si j'avais prenais une base de contact, par exemple, qui lui est plutôt un lecteur d'échantillons, de samples, on va pas affecter les mêmes éléments, les mêmes composants de l'ordinateur. Là, on va affecter un peu la mémoire et beaucoup le processeur. Avec un contact, je vous montrerai tout à l'heure, on n'aura pas du tout les mêmes effets. Voilà, il faut savoir aussi, c'est que sur les pistes, je n'ai pas mis de plugin. J'ai pas mis un compresseur, un EQ, une reverb. Mais je vais vous montrer aussi ce qui se passe quand on va rajouter ces plugins. Alors, là, je suis à 165. On va essayer de contrôler si ça fonctionne. Je suis en dessous du seuil des 100%. Donc là, je suis à la limite. Un peu notre headroom en audio, hein, c'est un peu la même chose. On essaie de rester un petit peu en dessous des 100%. Ça veut dire que là, pour moi, j'ai atteint la limite avec le 165 pistes de Retrolog. Alors, nous nous retrouvons pour la seconde partie. Là, j'ai chargé les 165 Retrolog et j'ai affecté à chaque piste 3 plugins pour alourdir et compliquer la tâche du processeur. Donc on voit effectivement que au nombre de plugins que j'ai rajoutés, nous sommes à 25% d'utilisation du processeur. Là, on n'a encore rien fait, on n'a même pas lancé la séquence. Voilà, la mémoire a légèrement augmenté. Alors ça, je vais le réexpliquer, c'est normal qu'elle ait augmenté. Pour la simple bonne raison, c'est que nous avons toujours notre interface donc Retrolog, on est bien d'accord. C'est du travail à traiter pour le processeur, et c'est une interface graphique, et c'est en même temps des données qu'il faut stocker en mémoire. À ça, on va rajouter donc les plugins que j'ai mis. Donc je les ai dupliqués, hein, inévitablement, on les retrouve de partout. Hein, donc vous faites 165 fois 3 plugins. Donc on a une compresse, c'est pareil. Donc là je vous la montre, on a son interface, elle prend de la mémoire, elle est multipliée par le nombre de pistes, hein, voilà. Nous avons un EQ et nous avons une reverb de chez Overload. C'est une reverb que j'utilise énormément dans mes sessions, qui prend beaucoup de ressources aussi au niveau de la machine. Donc on va regarder un petit peu ce qui se produit donc avec 165 pistes comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous rappelle, on avait 165 pistes qui fonctionnaient tout en même temps, même principe, toujours avec OBS qui fonctionne en acquisition audio et vidéo. Donc c'est pour ça que ça impacte les performances de ma machine. Hein. Si j'enlève, je pourrais encore en rajouter. Là, la différence, c'est que tout à l'heure, donc je passais, et là, j'ai rajouté des plugins. On va voir si je passe toujours avec ma petite limite, hein, légèrement en dessous des 100%. Si j'ai mon headroom, hein, comme on dit en audio, mais l'headroom informatique. On va regarder ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai un pic, je suis directement à 100%. Donc là, le risque que je vais avoir, c'est que je vais avoir des plugins qui ne seront pas utilisés correctement, qui seront même peut-être arrêtés par le processeur. Il y aura des erreurs de traitement, ça c'est sûr. Et puis, sûrement des pistes qui ne seront pas lues correctement. Alors, on parle bien de pistes MIDI, hein, donc des notes qui ne seront peut-être pas lues. Donc là, je vais en enlever quelques-unes de pistes pour arriver à trouver le bon compromis, hein, pour avoir mon niveau inférieur à 100% pour ne pas être à fond de la machine. Donc j'ai enlevé 25 pistes, hein, en rapport à mon seuil que j'avais tout à l'heure sans plugin. Là, on remet. Voilà, c'est bon.
Alors, il y a des pics, hein, ils y seront toujours, hein, comme ceci, parce que j'ai tout simplement OBS qui fonctionne derrière. Donc, nous avons mis 3 effets donc, sur nos 140 pistes. Voilà, nous avons quand même un total de 420 plugins qui fonctionnent avec 140 pistes MIDI. Nous voilà à la troisième partie qui traite du sujet des synthés virtuels. Donc là, je vous montre le gestionnaire de tâches. J'ai chargé une banque contact. J'ai mis Action String 2. C'est une grosse banque de sons. Elle prend quand même pas mal de mémoire. Hein. Je crois que c'est dans les plus de 20 gigas. Je ne dis pas de bêtises. Alors, toujours le même principe de ce qu'on a pu voir avec les autres plugins. J'ai besoin que mon interface soit fabriquée, en gros, gérée par le processeur. C'est normal, donc du coup, que mon processeur augmente légèrement, puisque bon, il n'est qu'une fois contact. Mais quand je vais le dupliquer, vous allez voir que ça va commencer à grimper. La mémoire, ben, elle est impactée directement, puisque ma banque son eh ben, va être chargée en mémoire. Donc je vais vous montrer ce qui se produit d'ailleurs. Donc je vais faire je mets ça. Donc là, on repère, on est bien donc à 9,6 gigas environ. Hein, voilà, je duplique ma banque. Du coup, mon contact, je me retrouve avec donc 2 fois contact et 2 fois la banque de son. On revient dessus. Voilà, la mémoire, elle vient de grimper. Je vais continuer. Je ne vais pas me contenter d'un seul contact. Si, admettons, je voulais avoir un piano, un kit de batterie, des violons, des chœurs, voilà. Mais j'ai volontairement choisi cette banque de son parce qu'elle est assez imposante et elle va permettre de mieux comprendre et très rapidement surtout comprendre ce qui se produit. Vous voyez la mémoire, je suis à 13,5. Je n'ai que 4 pistes contact. C'est pas grand chose, hein. Allez, on va dupliquer encore. Alors le processeur, ça va, lui il est tranquille pour l'instant parce que il n'a pas grand chose à gérer. Il n'y a même pas de plugin, hein, donc il est plutôt tranquille. On duplique de nouveau. Hop. Voilà ce qui se produit. Vous voyez, la mémoire l'augmente parce qu'il charge. Voilà, il charge. Et les disques durs, eux, ne sont pas affectés du tout. Hein. Donc on voit bien que ce plugin-là travaille avec de la mémoire. Donc je suis à 19 Go. Le processeur, donc, il commence un petit peu à grimper légèrement, mais c'est bon, il se stabilise pas mal. Alors vous voyez, là, je vais encore... Allez, on va dupliquer de nouveau. Alors toujours pareil, hein, je rappelle, encore une fois de plus, il y a OBS qui fonctionne. Hein. Voilà, regardez la mémoire qui grimpe, qui grimpe. Voilà, donc je suis déjà à la moitié, presque à la moitié, mais on va considérer à la moitié, pour 16 pistes de contact. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a aucune lecture, donc je vais baisser le son aussi, comme tout à l'heure. Et je vais lancer la lecture, et on va voir ce qui se passe. Donc la mémoire, je suis à 30%, et je lance la lecture. Voilà. Donc là, je suis à 12%, ça impacte très peu le processeur. Voilà. Par contre, la mémoire, ça l'a bien impacté. Ce qui veut dire qu'en gros, je vais être limité très rapidement par la mémoire en utilisant que ce plugin, que par le processeur. Voilà, d'ailleurs, on va essayer de faire une petite expérience. Je ne vais pas aller trop loin, parce que là, je ne vais pas le faire en direct, mais je peux déjà vous dire ce qui se produit quand on arrive à saturation de la mémoire, quand on arrive au-delà de la capacité de la mémoire. Alors, je ne dis pas quand on arrive à ras, mais quand on le dépasse, si je dupliquais, par exemple, là, d'un coup, ces 16 pistes pour en faire 32, il y a de fortes chances que mon application cesse de fonctionner. D'ailleurs, elle me mettra un message d'erreur comme quoi je suis au-delà de la capacité de la mémoire et ça va fermer mon Cubase. Hein. Vous voyez, j'ai dupliqué, je suis à 23 pistes, je suis déjà à 40 gigas d'utilisés. 40 gigas. Donc, imaginons que vous ayez que 8 gigas dans votre machine, que vous utilisiez cette banque de son là, bah, vous mettrez qu'une fois contact, hein, c'est fini. Si vous avez 16 Go, ben, on peut bosser avec 16 Go, mais si vous voulez faire une session de classique hein, ou une musique de film, bon, ben, en utilisant contact avec un piano, je sais pas, des violons, des choses comme ça, vous voyez qu'on risque de vite saturer la mémoire. 16 Go, c'est pareil, c'est petit. 32, on va dire que 32, ça fonctionne. Alors c'est toujours pareil, là j'utilise que Contact. En général, on fait un mix avec Contact et sûrement d'autres synthés virtuels, et voire aussi des pistes audio. Alors maintenant, nous allons parler des pistes audio. On va déjà faire une petite vérification du gestionnaire de tâches pour montrer le niveau d'utilisation du processeur et de la mémoire. Là, donc il n'y a que Cubase, je n'ai absolument rien chargé. Comme je vous le dis, c'est encore faussé par OBS qui est en fonctionnement.
Voilà, j'ai 6,3 Go de mémoire utilisée, je suis à 8% de mon processeur et j'ai absolument aucun projet de charger. Donc là maintenant, je vais tout simplement importer des pistes audio. Ce sont toutes des pistes différentes, elles sont stéréo, donc elles sont en 44 kHz et 16 bits. Je vais les importer dedans et on va regarder un petit peu ce qui s'y produit déjà en premier lieu sur les performances de la machine. Et ensuite, je vous montrerai ce qui se produit surtout en cas de dépassement de capacité de traitement de lecture, voilà, de l'audio. Hein, on n'est plus en MIDI là cette fois-ci. Et puis je vous montrerai aussi ce qui se passe quand on rajoute des plugins par piste, les limites qu'on va retrouver et ce qui se produit en cas de dépassement, pareil, des capacités de la machine. Notre session, elle est chargée. Elle est faite donc de 300 pistes audio stéréo. On voit que le processeur, bon, bah, il bronche à peine, hein, clairement, il est même, même tranquille. Voilà, on n'a pas de lancer de lecture. Hein, et la mémoire, elle a un petit peu augmenté, très légèrement. Mais c'est pas grand chose en rapport au synthé virtuel tout à l'heure, ou même au cas de contact qui nous a bouffé pour 23 pistes, ne serait-ce que la moitié de notre mémoire d'ordinateur. Le disque dur projet, c'est un SSD, c'est celui-ci, c'est là où le projet est enregistré, il est traité. Ça c'est important aussi parce que le choix du disque dur où vous allez mettre vos projets, bah, c'est lui qui conditionne aussi au débit, du moins qui conditionne les performances de l'écriture et de la lecture de vos pistes audio. Donc je vais baisser le son, je vais lancer toutes les pistes en lecture, on va regarder ce qui se passe. C'est horrible, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc je n'ai pas de difficulté au niveau des lectures, tout a l'air d'être bien lu correctement. On va essayer de monter un petit peu, voir, oui, donc toutes les pistes sont bien lues, hein, il y a de quoi faire. Voilà. On constate qu'au niveau du processeur, bah, il a grimpé à 38%. La mémoire, elle bouge pas. Par contre, le disque, bah, lui, il travaille. Voilà. Il travaille, il est actuellement à 78 mégas secondes pour 300 pistes. Alors, je vais vous expliquer une chose. Alors, je vais plutôt vous le rappeler parce que je pense que vous devez le savoir. Nous avons donc des pistes stéréo. Je rappelle que pour connaître le débit d'une piste stéréo, il suffit de multiplier donc 60 secondes par 44 000 Hz multiplié par le nombre de voix. On en a deux, donc on est en stéréo x2. Donc x2 pour 16 bits qui correspond à 2 octets. Donc on arrive à 10,56 mégasecondes. Voilà. Donc je vais prendre la petite calculatrice parce que j'ai peut-être pas envie de faire. Oh, si on va essayer de le faire de tête. Donc on est à 310,56. Donc ça va nous faire 3168. On va les diviser par 60 secondes pour avoir le débit à la seconde de toutes nos pistes. Et on arrive à 52,8 MO secondes. Donc je le fais peut-être, mais en même temps je regarde mes pompes, hein, parce que clairement j'essaie de m'en rappeler, mais voilà. Et le débit de notre disque dur, donc SSD, lui par contre je le connais par cœur, il est de 540 mégas. Donc ce qui veut dire que je suis très très loin des capacités de lecture de mon disque dur. Donc là, je peux lire sans aucun problème, je peux en rajouter des pistes. Hein. Alors on va juste voir une petite chose quand même qui est toujours intéressante à voir. Si je prends mon indicateur de performance audio, vous allez voir ce qui se passe au moment de la lecture. Paf, ça a grimpé d'un coup, mais voilà, ça redescend. C'est-à-dire qu'il est en capacité de lire le débit. Bah, d'un coup, on envoie un gros débit, c'est normal. Hein, et là, il n'a aucun souci pour lire mes pistes audio. Ça veut dire que je pourrais même me permettre, soyons fous. Hein, on va le faire en direct, on verra bien ce qui se produit. Après tout, on va essayer de dupliquer ces pistes-là. Alors, dupliquer, on va voir ce que ça donne. Donc ça nous fait, donc on est aux 600 pistes, hein, voilà. On a 600 pistes audio. Alors je rappelle, c'est 600 pistes audio, mais elles n'ont aucun traitement. Hein. Il n'y a pas de plugin par piste, mais on va faire l'expérience après avec des plugins, ça serait peut-être intéressant de voir. Et bien maintenant, on va lancer tout simplement notre lecture et on va comparer. Je vais baisser le son de nouveau parce que ça m'augmente mon master. Voilà, toutes les pistes sont bien lues. Que dit notre processeur? Bon, bah lui, il a l'air d'aller. Hein. Notre disque dur, bah, c'est lui qui nous intéresse. Hein. Notre SSD. Ouais, ça va, il s'en tire pas trop mal. Hein. Je rappelle hein, qu'on est à 50, j'avais dit 52 mégasecondes, donc on devrait être à des pointes de 100 pour tout lire. On va jeter un petit coup d'œil sur notre indicateur de performance intégré à Cubase pour comparer avec ce qu'on vient de voir.
avec notre gestionnaire de tâches. Donc je relance la lecture. Voilà. Et ça redescend. Alors, on est au maximum, ça devrait redescendre. Voilà. Donc il absorbe, hein, mais on est à la limite quand même. Hein. Voilà, 600 pistes, c'est quand même déjà pas mal. Alors maintenant, on va voir la dernière étape qui est d'intégrer sur de l'audio stéréo des plugins. Donc j'ai intégré un CLA2A de chez Waves, donc stéréo, un stéréo imageur, histoire de donner un petit peu de largeur, un EQ, j'ai fait 2-3 petites modifs, et une reverb, donc la Breverb 2 de chez Overload, c'est une reverb qui consomme beaucoup hein, au niveau du CPU, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise énormément dans mes sessions, donc c'est une reverb quand même qui va nous aider à avoir vraiment les performances de la machine. Alors voilà, on a nos 448 pistes avec 4 plugins par piste, donc on est à plus de 1700 plugins qui vont fonctionner en temps réel. Voyons maintenant ce qui va se produire. Voilà, il y a des différences de niveau, les pistes n'arrivent pas à être toutes lues en même temps. J'ai des craquements, j'ai des coupures. Voilà. On a des différences de niveau, je ne touche rien. Comme on peut le voir, ce sont les mêmes pistes, hein. C'est dupliqué, donc ça devrait jouer tout le même signal au même niveau. Ça craque. Voilà, donc typiquement la machine n'a pas planté. J'ai bien de la chance d'ailleurs. Mais là, elle n'est pas capable de gérer tous ces plugins. Donc maintenant, on va enlever des pistes jusqu'à se trouver le compromis. Donc là, on a toujours cet effet de niveau différent entre plusieurs pistes. Le processeur, ça va, il arrive à être à la limite, il gère là, cette fois-ci, mais par contre, le disque dur, on est vraiment trop en limite. Je vais voir si je peux en enlever encore un petit peu. Allez, on va essayer de faire 380 pistes, supprimer. Voilà, on va voir si c'est stable. Il faut que l'indicateur du disque dur redescende, voilà. Bon là pour l'instant il n'y a pas de niveau différent, de craquement ou quoi que ce soit. Ou de coupure même d'ailleurs. Voilà, là ça fonctionne a priori. Même très bien. On va quand même passer le cap. Voilà. Là, ça fonctionne très bien. Pas de craquement, pas de baisse de niveau ou de hausse de niveau. Enfin, en général, on a plutôt des baisses de niveau que des hausses, hein, parce que c'est plutôt l'addition de toutes ces pistes. Donc, quand il y en a qui ne sont pas lues, on perd en intensité de signal. Et puis, j'ai réussi donc à trouver le compromis pour avoir un maximum de plugins de pistes audio et ne pas dépasser donc les capacités du processeur. Là, on est quand même dans une grande limite, là. Donc on a pratiquement, on doit avoir quoi dans les 1500 et quelques plugins qui tournent donc sur 380 pistes audio stéréo. Comme je te l'avais dit au début de la vidéo, je vais te présenter maintenant le PC du studio. Le processeur est un Intel i9, c'est un 10850K de 10e génération, nous sommes déjà à la 12e génération. Il a 5,2 GHz de fréquence de travail, 20 Mb de cache, il a 10 cœurs. C'est un modèle overclockable, c'est pour ça qu'il a la lettre K. Chez Intel, en fait, tous les processeurs overclockables sont identifiés par la lettre K. On va parler maintenant de l'overclocking, rapidement, sans rentrer dans un détail de fou. C'est quelque chose que je pratique depuis des années. Je me suis même amusé à participer à des compétitions d'overclocking. L'overclocking consiste à augmenter la fréquence du processeur en augmentant donc son coefficient multiplicateur, ce qui est possible avec la version K, soit en augmentant sa fréquence d'horloge, voire les deux dans des overclocking extrêmes. On peut sans aucun problème augmenter de 10 à 20% le processeur, donc tu peux y aller. Au-delà, il faudra augmenter la tension du processeur, ce qui engendrera une surconsommation normale, donc un dégagement plus important de chaleur, qu'il faudra donc dissiper efficacement avec un bon ventilateur ou un système de refroidissement peut-être autre.
C'est le même principe qu'une voiture en fait, hein. Si tu augmentes la pression de suralimentation du turbo, inévitablement il va falloir augmenter aussi l'arrivée d'essence, sinon tu seras trop pauvre et tu vas casser le moteur. Je te rappelle que pour overclocker, il te faut une carte mère avec les fonctions d'overclocking. Alors maintenant, je vais te parler de la carte mère. J'ai choisi la marque Asus. Alors c'est pareil qu'au début de la vidéo, ce que je te présentais au niveau des processeurs, j'ai fait un choix aussi, c'est de travailler avec la marque Asus. Il y a d'autres marques de cartes mères qui existent, hein, qui sont très performantes. C'est un choix à faire. Pour moi, il est ancré, ça sera de l'Asus. Alors chez Asus, tu retrouveras 3 gammes. Prime, TUF et ROG. Prime, c'est l'entrée de gamme. TUF a la particularité, alors ça c'est ce qu'ils disent sur leur site internet, d'avoir des composants dits militaires, donc capables d'être utilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ensuite la gamme ROG qui elle est plutôt axée sur le gaming. Dans chaque gamme, tu retrouveras plusieurs modèles de cartes mères avec des budgets complètement différents. Clairement, pour une utilisation en MAO, la gamme Prime va très bien. Mais je te recommande pour une utilisation intensive, la gamme TUF. Alors attention aussi à un truc, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est l'overclocking. Si tu veux overclocker ton PC, il te faut une carte mère avec les fonctions d'overclocking. Dans le cas du PC du studio, c'est une Prime Z590, donc ça c'est la référence du chipset qui est à l'intérieur. Ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo, on va pas rentrer trop dans le détail pour pas te perdre, qui est quand même un haut de gamme au niveau du chipset. Alors la mémoire, petit point d'attention quand même, comme tu as pu le constater avec les banques de son contact, il faut beaucoup de mémoire. Recommande minimum 32 Go DDR4 ou DDR5 suivant la génération de ta carte mère de ton processeur, puisqu'elles ne sont pas forcément compatibles. Là, dans notre PC, nous avons 64 Go de DDR4. Alors, un conseil aussi, c'est sur les barrettes mémoire, sur la quantité. Nos cartes mères, en général, sont prévues avec 4 slots d'extension de mémoire, donc 4 emplacements pour mettre 4 barrettes mémoire. Ce que je te conseille de faire, c'est toujours d'en mettre 2 à chaque fois. Sinon, tu ne vas pas pouvoir faire évoluer ta machine, ou du moins, ça va te coûter cher. Un exemple, si tu mets 16 Go, tu mets 2 x 8, 2 barrettes, il te restera 2 slots d'extension de disponibles pour pouvoir ajouter de la mémoire. Donc éventuellement rajouter encore 2 x 8 pour faire là 32. Alors autre point, la carte graphique. Alors là, c'est pas la peine de prendre un monstre, juste une carte graphique capable d'avoir plusieurs sorties pour plusieurs écrans, une 1 Go de mémoire, voire 2 Go de mémoire. Celle du PC, c'est une carte à 60 €, c'est une GT 710. Et que l'on soit d'accord, tu feras pas de jeu avec. Alors pour le boîtier, j'ai pris un modèle simple de chez Be Quiet. Ils ont la particularité d'avoir des absorbants dans les panneaux, ce qui évite la propagation du son des ventilateurs ou des bruits mécaniques des disques durs. L'alimentation qui va dans le boîtier, je te conseille une alimentation 550 watts qui suffit largement pour ce qu'on fait. Une semi-modulaire pour éviter d'avoir donc des câbles inutiles dans la machine qui pendouillent. En même temps, moins de câbles, ça favorise le flux d'air. Et puis surtout, ça évitera que les câbles aillent dans le ventilateur et bloquer la ventilation. Je te conseille de prendre une certification 80 plus argent minimum. L'intérêt, c'est de faire des économies d'énergie et puis d'avoir une alimentation avec un rendement plutôt sympathique, quoi. Alors là, maintenant, on va parler d'un sujet très important, c'est les disques durs. Là, le PC, il est équipé d'un SSD M2 NVMe de 500 Go. Lui, il est là pour Windows, Cubase, et il a un taux de transfert de 3500 MO secondes, c'est-à-dire 3 Go 5. En d'autres termes, quand j'allume mon PC, j'arrive sur le bureau en quelques secondes. Cubase s'ouvre très rapidement. Ensuite, à l'intérieur de la machine, j'ai un disque dur de 2 Tera. Lui, c'est un SSD plutôt classique, il a un taux de transfert de 560 MS, donc lui me permet de faire la lecture de mes pistes audio de mes projets. Dessus, j'ai les projets Cubase et les plugins. Afin de protéger mon travail, donc j'ai des disques durs de sauvegarde qui permettent de sauvegarder le système d'exploitation, les projets de mes clients ou mes projets personnels, mes banques de son contact, mes synthés virtuels et mes samples au format Wave. Donc il y a 2 disques durs mécaniques de 4 Tera chacun. Et ceux-là sont en plus sauvegardés sur un serveur déporté pour assurer le coup. Je viens de te présenter l'aspect technique du PC du studio. Maintenant, combien vaut-il? Il vaut moins de 1600 € et il est évolutif. Pourquoi évolutif? Parce que je peux rajouter de la mémoire, je peux racheter des disques durs, je peux booster mon processeur en l'overclockant. Bref, je peux encore gagner quelques années tranquille avec une machine pareille. Tu pourras donc faire ce que je t'ai présenté dans cette vidéo et peut-être même faire mieux si tu n'utilises pas OBS en même temps comme moi. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux me contacter soit sur Facebook, soit sur la chaîne Step MAO, la MAO pour tous. Allez, à très bientôt.